C'est ça que tu veux? Que tes créatures survivent? Oui, oui. Mais c'est dur de parler avec ça sur la tête. Je te reçois 5 sur 5. C'est Trax. Au sommaire ce soir, ils gravent leur son dans la pierre ou le vinyle, fait à la main. Alerte, elles débarquent. Les créatures de Moran font muter la perception du beau. Et enfin, la réalisatrice salvadorienne Tatiana Hueso traque les fantômes. Parfois, j'utilise un pinceau. J'adore le plonger dans l'encre de Chine et le lancer sur le papier. Ça part dans tous les sens. La puissance qui en découle est géniale. C'est une explosion. J'utilise de l'eau sale, celle qui sert à nettoyer mes pinceaux. En séchant, elle crée des formes intéressantes. On ne peut pas dessiner ces formes soi-même parce qu'elles sont le fruit du hasard. C'est tout l'intérêt de ce que j'appelle la technique de l'eau sale. Je ne sais absolument pas à quoi mes dessins vont ressembler avant qu'ils ne soient finis. C'est beaucoup plus intéressant de ne pas savoir ce qui va se passer. Connu pour avoir été le compagnon de route cabossé du roi du journalisme gonzo Hunter Thompson, le dessinateur britannique Ralph Steadman se laisse toujours surprendre par le bout de son pinceau. Réalisées à l'encre, à la peinture et au stylo, ces caricatures éclaboussent depuis plus de 60 ans les grands titres de la presse anglo-saxonne, comme autant d'uppercuts dans le monde pas toujours folichon de l'information. Voir une image, c'est plus instructif que de lire quelques mots. On apprend beaucoup plus d'une image que d'une phrase. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est ce qu'on ne peut pas dire. Fils d'un VRP et d'une vendeuse, Ralph Steadman, né en 1936, grandit dans la banlieue de Liverpool, avant de se retrouver au Pays de Galles dans un collège qui ne badine pas avec la discipline. Régulièrement frappé par un professeur à cheval sur le règlement, le petit Ralph y développe une aversion totale pour l'autorité. À 18 ans, après avoir pris des cours de dessin par correspondance lors de son service militaire, Steadman intègre une école de dessin technique, puis une école d'art pour affiner ses perspectives. Je préférais utiliser les lignes parallèles et les cercles à des fins créatives et artistiques plutôt que pour l'ingénierie. En fait, c'est comme ça que j'ai fini par les utiliser. Je les ai intégrés dans des dessins où j'avais une liberté totale. Ce qui m'intéressait, c'était de devenir caricaturiste politique. J'avais besoin d'espace. Devenu dessinateur pour la presse anglo-saxonne, Steadman voit sa carrière changer de dimension en 70. Invité par le magazine américain Scanlan's Monthly à couvrir le Kentucky Derby, la plus grande course hippique du pays, il est chargé d'illustrer l'article d'un reporter qui a du nez, Hunter S. Thompson. Ensemble, ils inventent le journalisme gonzo, où l'on ne couvre pas simplement une histoire, mais on la devient. Lors du Kentucky Derby, Thompson et Steadman cassent le mythe à coups de punchline et d'explosions graphiques. Plutôt que de raconter la course de chevaux, ils se concentrent sur ses à-côtés, une foule de parieurs et de spectateurs dépravés. I think what he saw in this our connection was somebody that somehow saw the things in pictures as he saw it in words, you know. And that seemed to me to be part of the whole chemistry of it, that our chemistry there made Gonzo possible.
Il m'a emmené au Pendennis Club. Et là, j'entends « Pourquoi vous me dessinez ?» J'étais en train de dessiner une femme. Et elle me dit « Il n'est pas joli, votre dessin, alors que moi, je suis jolie. » Il faut savoir un truc. En Amérique, à l'époque, ils n'avaient pas ce genre de dessin. Ils n'étaient pas habitués à ce qu'on les dessine comme ça, avec un gros nez et une tête marrante. Pour eux, c'était une insulte. Au bout du compte, la fille a fini par déchirer mon carnet. Avec Hunter Thompson, Steadman affûte son pinceau. Pour le magazine Rolling Stone, le duo signe la série Fear and Loathing. Peur et dégoût, succession d'articles et de dessins critiques sur la politique et la société américaine. Leur cible favorite, le président Nixon, empêtré dans l'affaire du Watergate. En 71, Fear and Loathing in Las Vegas Parano en VF, consacre leur collaboration. Sous drogue dure, Hunter Thompson raconte son mauvais trip au casino, qui deviendra un film avec Johnny Depp en 98. Exposé en mars dernier à la galerie parisienne Le Feuvre et Rose, 3 œuvres de Ralph Steadman rendent hommage à son ami Gonzo. Alors que Ralph est coincé à Londres, Malo, notre journaliste, lui fait visiter son exposition à distance. Salut. Ah, nous y voilà. Alors c'est qui ça? On dirait bien que c'est Hunter Thompson. Hunter S. Thompson. Hunter Stockton Thompson. Il pensait que j'étais capable de faire de Las Vegas un autre monde. Las Vegas as another world, un nouveau monde des possibles. Un endroit où on pouvait aller, jouer, faire de l'argent et vivre comme ça, dans une sorte d'irréalité. C'était un endroit gonzo, un endroit différent de la vie ordinaire. 16 ans après la mort de son poteau, Ralph Steadman, aujourd'hui âgé de 85 ans, ne rate pas une occasion de dégainer son pinceau pour dégommer les news. Depuis son cottage du Kent, où il tourne le dos à une retraite bien méritée, cet illustrateur maintes fois récompensé revendique bien haut son credo « Proud to be weird », fier d'être bizarre. J'aime que mes dessins fassent peur. Je voulais qu'ils changent le monde. Il fallait utiliser des effets dans mes dessins. J'y suis parvenu. Le monde est pire aujourd'hui que quand j'ai commencé. À l'orée du bois de Vincennes à Paris, l'artiste Alexandre Chanoine fait chanter les cailloux. Pour ce tailleur de son, la pierre en a dans le coffre et le futur est compatible avec l'âge des cavernes. Sa dalle de granit en bandoulière, Alexandre gratte et cherche l'étincelle qui fait vibrer les tympans. J'ai le souvenir petit de frotter des cailloux ensemble et où il se dégage en fait une odeur, c'était avec du granit. Il y a une odeur très particulière, un peu presque poudre à canon. Né en 86, fils d'un fabricant de cadres et d'une éleveuse de chevaux, Alexandre Chanoine grandit à la campagne. Après des études d'art, il s'installe sur le plateau de Millevaches, connu pour ses modes de vie alternatifs et son réseau d'économie solidaire. Il vit ici en autarcie, alternant son art avec son boulot de rémouleur, l'art d'aiguiser les objets tranchants sur une meule. Après 3 mois de résidence de création à Cajarc, dans le Lot, où il a présenté ses œuvres, Alexandre retrouve son atelier et ses Rolling Stones. Hop. On va essayer.
première fois que j'ai entendu un son avec des pierres dans lequel je pouvais m'y plonger, c'était dans un atelier de lithographie. On vient faire des mouvements en 8 avec un peu de sable et d'eau entre les deux pierres. Et là, moi, j'ai découvert un ronflement qui m'a bouleversé. Arrivé dans l'art par la peinture, Alexandre Chanoine abandonne ses pinceaux le jour où il découvre la lithographie, du grec lithos, pierre. Cette technique est inventée à la fin du XVIIIe siècle par un dramaturge allemand qui, ne trouvant pas d'éditeur, décide d'imprimer ses pièces lui-même à l'aide d'acide et d'une pierre qui fascine Alexandre. À sa sortie des Beaux-Arts de Nantes, il rend hommage à la lithographie dans cette installation où un pavé presse un projecteur. Envoûté par les millions d'années contenues dans la roche, Chanoine lui fait cracher le morceau dans ses sculptures musicales. À Marseille, où il est l'invité du festival Les Métaboles, il perce le mur du son de l'érosion. J'aime beaucoup l'idée que les objets aient une vie et qu'ils puissent aussi casser, et puis que je puisse les transformer. J'ai un peu la hantise de la sculpture intouchable, en fait, du vernissage, du vernis sur les objets. Pour commencer, il faut trouver un disque que je n'écouterai jamais. Celui-là, par exemple. Je fais des marques tous les 5 degrés. Je mets des points avec un feutre pour me repérer quand je joue en live. Comme ça, je sais exactement où j'ai fait mes marques. C'est parti. Ça, c'est l'un de mes préférés. Julie Pietri. J'adore. Tel un Obélix des vinyles, Rif Schumacher taille les disques pour les faire sortir de leur sillon et interpréter une nouvelle mélodie. En clin d'œil à l'écriture tactile pour les aveugles, il a nommé sa musique Sonic Braille. C'est une partition de Braille sonique. Si on la regarde de gauche à droite, chaque colonne verticale est un disque et chaque point est une entaille. Pour jouer cette pièce, ça prend environ 15 minutes avec 3 platines. Ça ressemblait beaucoup à de la musique concrète au début. Ça sonnait comme une cacophonie de métronomes. Né en 81 à Minneapolis, de parents musiciens professionnels, Rif passe son enfance à dessiner. Après des années de gymnastique à haut niveau et une blessure au genou, il lâche les anneaux et s'envole pour Miami et sa Fine Arts Academy. Mes parents sont tous les deux pianistes. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait à ses concerts et ses spectacles. Il était aussi chef d'orchestre à l'église. Et en tant qu'enfant timide, trimballé partout, je m'asseyais sous le piano. Et je regardais ses pieds qui appuyaient sur les pédales pendant qu'il jouait. Et ça a eu une profonde influence sur mon développement en tant que musicien. Arlésien depuis 2010, le musicien plasticien mixe création sonore et sculpture. Rif joue alors sous sa Crystal Wave, la représentation en 3 dimensions de l'onde sonore produite par son doigt glissant sur un verre de cristal. Champagne. Aux dernières rencontres de la photographie, il présente Echo, sa nouvelle création. Réalisée avec 200 mètres de cordes marines récupérées, son installation donne corps à la réverbération acoustique.
Ce qui m'intéresse avec ça, c'est qu'on regarde à l'intérieur du son lui-même. Alors que normalement, c'est le son qui entre en nous. D'autres gens y voient un sexe féminin. Du coup, cette pièce est surnommée la chatte cosmique. C'est un peu vulgaire, mais pourquoi pas? Je suis très tactile. Et quand je touche une vieille corde, j'aime la vieille corde. J'aime l'odeur des vieux livres. Ce sont des matériaux qui m'attirent. Et il y a une matière dont je me tiens à distance. C'est le plastique. J'essaye de garder mes mains présentes dans mon travail. C'est très important pour moi. C'est peut-être à cause de mon nom, Schumacher, le cordonnier. À défaut de trouver chaussure à son pied, Reeve crée son son taillé sur mesure. Dans sa dernière création, les vinyles tournent à 33 tours minute, tandis qu'un totem d'enceinte suspendu peut atteindre, lui, les 60 tours par minute. Je ressens l'urgence absolue de faire ce que je fais. Peut-être parce qu'on vit un moment charnière, rempli d'incertitudes. Je ne sais pas où on va, mais au moins je sais où moi je veux aller avec tout ça. Où ça? Je veux que ça reste à taille humaine. Marion, notre super reporter aux questions en béton, a rendez-vous avec une artiste sans limite. Dans son atelier berlinois, l'Israélienne Moran Sanderovitch donne vie à des créatures qui étalent leurs organes et leurs blessures profondes à même la peau. Ces mutants ont ainsi le super pouvoir de montrer leur intérieur à l'extérieur. Diable! Du coup, Moran, ça veut dire que Superman peut aller compter ses points retraite? Oui, mais je ne crée pas vraiment des super-héros. J'utilise cette métaphore parce que je pense que beaucoup de ces super-héros ont un passé, une histoire qui leur est propre. Ils ont un traumatisme ou un handicap. Et c'est de là que naît leur super-pouvoir. Dans les œuvres de Sanderovitch, la peau n'est plus une frontière et laisse enfin apparaître ce qu'elle cache. Avec ses corps augmentés, la sculptrice, vidéaste et performeuse met à jour ce qui est enfoui, nos fêlures comme nos organes. La perfection, c'est la bête noire de Moran. Celui-là, il peut voir plein de choses. Mais celui-ci aussi. Il va dans ce sens, mais aussi dans le sens inverse. Ça, c'est l'objet le plus ancien ici. C'est une sorte d'autoportrait. C'est pas facile de parler avec ça. Je veux que quand les gens regardent mon travail, ils aient l'impression de peler leur propre peau. Qu'ils comprennent que l'on fait partie de la nature et que rien n'est dégoûtant. On ne devrait pas avoir honte de nos blessures. Si je me coupe, c'est pas grave. Dans la société dans laquelle on vit,
dans laquelle j'ai grandi, et on a tous grandi, cette société occidentale, tout doit être stérile. Il n'y a que les humains. Et je veux ouvrir ce monde. Né en 80 au sud de Tel Aviv, d'une mère brésilienne danseuse et d'un père israélien travaillant dans une usine d'armement, Moran danse à 20 ans avant d'intégrer l'école du théâtre visuel de Jérusalem. Après avoir vécu dans des communautés, dans la nature ou sous les ponts, elle s'installe à Berlin en 2011. Quand j'étais petite, j'avais une chambre qui était remplie des créatures que je dessinais. C'était mon petit monde dans lequel je me sentais en sécurité. Mes créatures ressemblaient à des monstres aux yeux des autres, mais moi, je me sentais bien avec elles. Elles ressemblaient à la nature parce que je me sentais en sécurité dans la nature. Mais je me souviens que ces dessins étaient aussi imprégnés de ma tristesse. Pour moi, c'était ça mon super pouvoir. Pour chacune de ces créatures, elle imagine une mythologie comme avec Hairy Girl, fille poilue, mise au monde en 2019. Ils pensent que leur dieu va venir et entrer par le tunnel. Il va être attiré par la fille, entrer par le tunnel et s'imprégner de la connaissance que l'homme sage lui a transmise, pour enfin ressortir par le vagin et être capable d'aider la tribu. Même si Moran en pince pour le silicone agrémenté d'os et de cheveux, chaque prothèse a sa recette. Pour moi, il s'agit de créer des extensions pour faire un retour en arrière. C'est paradoxal, parce que j'utilise le silicone, qui est un matériau très artificiel, mais je l'utilise pour augmenter le corps de manière très organique. En début d'année, Moran a conçu les costumes de la pièce Wounds Are Forever, les plaies sont là pour toujours, présentée au Théâtre national de Mannheim. Dans cette histoire de crime, de guerre et de désespoir, les blessures du passé forment des armures. C'est notre déguisement dans ce monde, le corps que nous avons sur cette terre. Il y a ce qu'on est à l'intérieur, mais il y a aussi ce corps. Du coup, le corps reflète tout ce que nous sommes. Ça commence comme un documentaire sur la culture du pavot, mais Noche de Fuego, de la salvado-mexicaine Tatiana Hueso, est bien une fiction. Quelque part en Amérique centrale, pour échapper à la violence de l'armée et des cartels, des fillettes se font passer pour des garçons. ¿Por qué traes los labios pintados? Todos sabemos que ha sido un año difícil. Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran qué saben sobre lo que pasó. ¿Qué creen que nos pasa cuando una de nosotras tres de repente se vaya? Pour écrire Noche de Fuego, Tatiana Hueso a utilisé son expérience de documentariste. Ce premier film, dont les acteurs viennent eux-mêmes de villages mexicains, lui a valu cette année des prix à Cannes et à San Sebastián. Le cinéma a ce pouvoir incroyable de conserver la mémoire. Les fantômes ne se voient pas, mais ils sont parmi nous. Dans les bateaux, sous l'eau, dans les nuages, ils sont encore là. Ils sont aussi une source d'inspiration. Cuando desperté,
Me di cuenta que tenía un diente roto. Todavía traía los pedazos del diente en la boca. Dans les documentaires de Tatiana, les victimes sont invisibles comme des fantômes. Avec Tempestad, en 2016, la réalisatrice pose ainsi les voix de 2 Mexicaines qui souffrent du crime organisé sur les images d'un voyage en bus de 2000 km, du nord au sud du Mexique. Y me llevaron a otra celda. Dans Noche de Fuego, les fillettes vivent sous une menace permanente et sont obligées de se faire aussi transparentes que des fantômes. Ana, escóndete. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Venimos por la niña, madre. Aquí no vive ninguna niña. No me engañe o se la va a cargar la chingada. Yo solo tengo un hijo, señor. Ahorita anda allá arriba en el cerro cortando leña. La scène la plus violente, celle qui m'a marquée quand j'étais enfant, c'est quand un jour, les militaires sont arrivés à la maison, au Salvador. Et ils ont frappé avec les crosses de leurs mitraillettes sur la porte de la maison. Il était peut-être 3 heures du matin et mon père était nu parce qu'il faisait très chaud. Il était en caleçon, presque nu. Il s'est levé, a attrapé une machette et il est sorti en nous cachant sous le lit. Il nous a dit, sous le lit, tous en dessous, les cousins, tout le monde. Je me souviens avoir vu ses pieds, sa machette, nu et si vulnérable, en demandant aux soldats ce qu'ils voulaient. Tatiana naît au Salvador en 1972. Alors qu'elle a 5 ans, son père et sa mère, tous 2 peintres, divorcent. Tatiana rejoint sa famille maternelle au Mexique, tandis que son pays de naissance s'enfonce dans l'une des plus effroyables guerres civiles d'Amérique latine. Environ 80 000 personnes y sont massacrées, entre autres par des escadrons de la mort entraînés par les États-Unis. À la fin de la guerre, en 1992, certains de leurs membres forment des gangs surarmés qui exportent leur ultraviolence au Mexique et aux USA. En 2011, devenue réalisatrice après des études de cinéma à Barcelone, Tatiana consacre son premier documentaire, El lugar más pequeño, l'endroit le plus petit, au village salvadorien de sa grand-mère, Sinquera, pour faire entendre les voix des survivantes hantées par la guerre. Cuando nosotros veníamos, casi tiñendo la noche, ya en la noche, solo las lucernas se miraban por todo el camino, aquello montudo. Como unos niños, pues, ¿verdad? Que los iban dando la guía, los iban dando la luz para llegar hasta aquí. La felicidad para mí fue hallar el ser querido que había dejado allí. Quand je suis allée présenter ce film dans mon village, à Sinquera, un tout petit village au milieu des montagnes, je suis accro aux montagnes, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont dit, c'est notre histoire. La seule chose qu'on te demande en échange, c'est que dans chaque maison du village, il y ait une copie de ce film, pour ceux qui sont en train de grandir. Les petits doivent savoir ce qui s'est passé ici. ¿Sabías que la goma de la amapola la envuelven en cagada de león? Que para que no la huelan los perros en el aeropuerto. ¿Y tú cómo sabes? Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, Bobby génial.